L'accélérateur West Web Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 2, vous racontez leur épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours, comment ont-ils innové? Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'épopée de Jean-Guy Le Floch d'Armor Luxe, c'est maintenant. Jean-Guy, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation afin de revenir sur votre épopée. En quelques mots, vous êtes né à Carhaix, dans le Finistère, en 1953. Des études brillantes, de Pont-l'Abbé en passant par Mathsup, Mathsp à Châteaubriand, Rennes, puis Centrale, Paris et enfin un master à Stanford, en Californie. Vous avez notamment passé 10 ans dans le groupe Bolloré avant de reprendre Armor Luxe en 1993 avec Michel Guéguen. Armor Luxe est aujourd'hui environ 600 salariés, 100 millions de chiffre d'affaires, 3 usines pour 80 magasins. Et vous, Jean-Guy, comment vous présenteriez-vous en 2 minutes à un jeune que vous croisez? Bonjour tout d'abord, bonjour à tous. Écoutez, comme un garçon qui, dès la 6e, s'est dit qu'un jour il reviendrait travailler en Bretagne, mais que pour avoir plus de chances de revenir, il fallait faire beaucoup d'études, donc déjà travailler à l'école, voilà, et c'est ce que je dirais à un jeune. Bon. Et dans la saison 1 du podcast, j'ai questionné vos amis du Club des 30, des Louis Leduc, des Christian Rouleau, des Alain Glon, des Jacques Verlingue, et je leur demandais de revenir eux aussi sur leurs récits et leurs exploits. Quelles sont pour vous les 4-5 dates phases importantes, les moments forts de votre parcours? Le moment sans doute le plus difficile psychologiquement, c'était de partir dans les années 70 aux États-Unis. Je me rappelle avoir dormi dans un sac de couchage sur le tarmac au Bourget pour prendre un charter qui transitait par le Grand Nord, par Goose Bay. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu délicat, sans trop d'argent en plus. Voilà, ça a été un petit peu dur. Après, le fait de quitter Bolloré, c'était aussi un crève-cœur. J'ai fait en fait 12 ans avec lui, 12-13 ans. Et voilà, ça a été un peu difficile, mais bon, je regrette pas du tout. J'ai trouvé ma voie ici, ma voie bretonne. Après, ici, on a vécu un drame terrible quand l'usine de Quimper a été inondée en 2000. Là, ça a été un vrai cauchemar. Il a fallu surmonter cette épreuve avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Et voilà, on a réussi à construire cette belle et tendre usine ici à Quimper sur les hauteurs. On ne sera plus inondé. Donc ça a été un moment assez difficile. Autre moment difficile, bien sûr, ceux qu'on vient de traverser, les 2 années qu'on vient de traverser avec cette pandémie. Et là, grâce à la solidarité de tous les salariés, on l'a traversé avec bonheur. On a eu très très peu de cas chez nous, aucun désastre, tout s'est bien passé, la santé financière de l'entreprise a été complètement préservée. Donc voilà en gros, résumé, les quelques difficultés que j'ai traversées en tant d'années. Et parmi les bonnes nouvelles, j'imagine aussi, les phases importantes, c'est lorsque vous décrochez les gros contrats avec la Poste, la SNCF. Je pense que ça doit marquer aussi... Oui, ça a été un vrai tournant pour l'entreprise, parce que le premier contrat qu'on a signé avec la Poste date de 2003 et ça a donné une nouvelle dimension et surtout une nouvelle sécurité à l'entreprise, sécurité de l'emploi déjà et sécurité financière parce que ce sont des contrats longs que nous signons avec ces compagnies et ça pérennise forcément l'emploi. Et une de nos volontés premières dans ce métier du textile en Bretagne, en France, donc en Europe, ça a été de pérenniser l'emploi dans une mondialisation qui est absolument terrifiante. Et justement, là on évoque un peu le passé, mais quelle est votre vision d'entrepreneur concernant ce marché du textile, justement? Alors on assiste en ce moment à un retour assez massif d'une production asiatique vers des zones beaucoup plus sages, le Maghreb, l'Europe et la France. Et on a l'impression que le cycle s'inverse. On a vécu, je crois, le pire. Et là, le consommateur, les donneurs d'ordre, le grand public ou l'industrie qui habille ses salariés
ils commencent tous à revenir. On a par exemple actuellement une réponse à un très gros appel d'offres, je ne le citerai pas, mais un très très gros, où toute production asiatique est interdite. Et vous voyez que le monde tourne et les choses changent. Donc au niveau de la production nouvelle qui s'annonce à nous, l'obstacle qu'on a maintenant, c'est le recrutement. C'est-à-dire on ne trouve plus grand monde, malheureusement, dans nos métiers. Vous avez ouvert une espèce d'académie avec Pôle emploi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on l'a fait on l'a fait 3 fois sur des périodes de 6 mois. Malheureusement, le succès n'est pas féroce. Et on a beaucoup de mal à recruter, que ce soit d'ailleurs dans le monde du web, celui que vous connaissez bien, ou dans le monde plus modeste de la confection. Les deux extrêmes de l'entreprise sont confrontés aujourd'hui à ce terrible non-chômage, alors qu'il y a du chômage. Enfin, voilà, c'est assez incompréhensible pour un non-économiste que je suis. Comme de nombreuses sociétés bretonnes, le groupe donc Armor Développement s'est construit notamment grâce aux stratégies de diversification et d'absorption. Je pense aux fileuses d'Arvor, Bermude. Quels conseils pourriez-vous donner à ce sujet? Je dirais qu'il faut effectivement toujours essayer de grossir. Plus on est puissant et important, plus c'est facile de négocier à la fois avec les fournisseurs, mais aussi avec les banques, avec les salariés. Enfin, je crois que la taille a de l'importance. Et un des drames de notre pays, c'est que c'est blindé de PME, mais que les ETI manquent cruellement. Donc nous, on a essayé de grossir pour atteindre ces fameux 100 millions qui sont une première étape. Et mon conseil, y compris aux startups, quand elles sont stabilisées, c'est de grossir, bien sûr, assez vite pour atteindre des tailles critiques. Donc dans votre métier du textile, on va assister à de la consolidation. C'est sûr que nous, on est dans cette phase aujourd'hui où on fait de la croissance endogène ou exogène. Et on s'aperçoit effectivement que la sortie de Covid n'a pas été aussi simple pour beaucoup d'entreprises textiles que pour nous. Donc on va certainement dans les mois et les 2 années qui viennent grossir de manière sensible. Ouais, d'accord, ok. Et en plus justement des fusions et acquisitions, tous les grands patrons bretons ont en commun une culture de l'innovation. Comment avez-vous traité ce sujet tout au long de l'épopée d'Armor Luxe? Alors le textile est un métier très ancien, c'est un des métiers les plus anciens du monde, parce que voilà, les gens ont commencé à s'habiller très tôt, bien avant l'Antiquité. C'est un métier qui est complètement mature en termes techniques. Nous, on suit malgré tout ce qui se fait de nouveau dans les tissus, dans les mécanismes de tissage et de tricotage. Donc tout ce qui est technique, on le suit véritablement comme le lait sur le feu, malgré la faiblesse de ces nouvelles technologie dans notre métier, mais on est au courant de tout et on utilise tout ce qu'on peut utiliser de nouveau. Il y a un autre aspect novateur dans ce métier que nous on a pris en compte très très tôt, c'est la RSE. La RSE, c'est devenu un petit peu un cheval une grande crainte pour ceux qui commandent des vêtements. Et une grande chance pour une maison comme la nôtre qui s'y est mis très tôt, en 2000. Et aujourd'hui, on est certainement en France un des acteurs les plus pertinents en termes de RSE. On est labellisé de tous côtés et celles et ceux qui achètent des vêtements chez nous sont certains que tous ces vêtements ont été construits dans des conditions de fabrication qui sont complètement éthiques, 100% éthiques. Ouais, c'est vrai que les deux sujets, innovation, RSE, aujourd'hui, on voit que ça fusionne un tout petit peu. C'est en 2011 que vous avez eu la première certification
AFAC 26000, c'est ça Voilà, en 2011, oui, tout à fait. Qui Ouais. a en fait une espèce de synthèse du comportement de l'entreprise dans son environnement. Ouais. Et aujourd'hui, on a évolué encore cette certification. On a atteint le niveau excellence. Pas pour nous lancer des fleurs, mais voilà, on est exemplaire. Non, mais justement, c'est important parce que on voit que Produits en Bretagne aujourd'hui se mobilise sur cette histoire de normes 26000 et il faut des porte-drapeaux, des exemples. Et c'est bien de voir que vous n'avez pas attendu, entre guillemets, toute cette histoire un peu de phénomène, de tendance, de fond. Vous l'avez pris très tôt en main. Mais j'aimerais revenir justement sur ces histoires d'innovation. On a brièvement parlé tout à l'heure de seconde main. C'est des sujets que vous regardez. Est-ce que par rapport à vos cibles, à vos clients, la seconde main, c'est quelque chose que vous... Ouais, bien sûr, c'est une tendance lourde du marché. Donc, on regarde attentivement ce qui se passe dans ce segment de marché qui avance très vite. On ne peut pas en être absent. Et effectivement, tout ce qui touche autour de la vente moderne par Internet, tout ce qui touche à ce phénomène de société, on y est très sensible. On a aujourd'hui une quinzaine d'ingénieurs qui bossent chez nous dans ce domaine. Ils regardent tout ce qui se passe et on est très attentif aux vêtements de seconde main parce qu'on sait que ça va percer très vite. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on voit au travers d'une de nos startups qui s'appelle Patatam, aujourd'hui, on voit que la seconde main crée énormément de flux aussi dans les magasins traditionnels. Ouais. Justement, vous parliez de d'R&D, des 15 ingénieurs sur 600 salariés. Comment ça se structure justement ces histoires d'R&D vous l'avez mis très tôt en place Alors là, je parlais du web. Le web, oui. L'équipe qui gère le web, ils sont une quinzaine. On l'a mise en place à partir des années 2000, 2002, 2003. Ouais, très tôt. Très tôt. Ce qui nous a permis d'avoir des ventes en ligne très puissantes quand cette pandémie est arrivée et quand on a vu tout le magasin fermé du jour au lendemain. Le web a pris le relais très clairement et ça nous a aidé à passer ce cap avec beaucoup de bonheur. Donc heureusement qu'on avait ces ventes en ligne, qu'on les avait mises en place là aussi il y a fort longtemps. Ça nous a vraiment aidé. Ouais, d'accord. Et ça rejoint l'innovation, le RSE, tout ce qui est traçabilité du textile. On voit des choses sur la traçabilité alimentaire. Là, je pense à une entreprise innovante du côté de Saint-Malo, ça s'appelle Vigie. Moi, souvent, je dis un peu le Yuka du vêtement où on flash effectivement l'étiquette et on sait comment a été construit le produit. Ce genre de traçabilité, c'est des choses que vous pouvez faire simplement étant donné que la production est ici. Chez nous, on a commencé à tracer de manière exhaustive quand on a travaillé pour des grands groupes comme la Poste ou des grandes maisons comme la Police. Là, il fallait absolument que tout soit tracé. Il fallait qu'on puisse ramener des lots entiers en cas de défection. Donc, chaque vêtement est intégralement tracé. D'accord, ok. Et pour clore le sujet un peu innovation, une question que j'aime bien poser, donc pure fiction. Si vous étiez primo-entrepreneur aujourd'hui, si vous aviez 20 ans, quel type de société lanceriez-vous face à cette concurrence des Google, des Apple, des Facebook, des Amazon ou ce qu'on appelle les Batix un peu en Chine? Vous êtes passé par Stanford, la Californie, vous connaissez. Est-ce que vous iriez sur quel type d'entreprise? Bah écoutez, ça c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai passé un peu l'âge des nouvelles technologies. Écoutez, tout simplement, je garderai en mémoire l'expérience de ma première vie et je lancerai une entreprise de vente en ligne de produits bretons. Je pense qu'il y a un joli truc à faire. Nous, on commence à adjoindre des produits agroalimentaires dans notre vente en ligne, mais je le ferai de manière
très massive et très structurée avec un recensement de tous les produits grand public qui sont pas trop massacrés au niveau prix par la grande distribution, et je mettrai tout ça en ligne, et je pense qu'il y a un bel avenir pour tous les produits bretons parce que la Bretagne est un joli endroit qui est de plus en plus prisé par non seulement les Français mais beaucoup d'étrangers. Et je crois qu'il y a là quelque chose à faire que nous on fait, mais qu'on fait un petit peu à côté, on the side. Et voilà ce que je ferai. Ouais, non, c'est intéressant parce qu'on a vu pas mal effectivement de tentatives dans ce domaine-là, mais souvent ça reste de façon un peu artisanale, et effectivement en mettant certains rouages, ça peut être effectivement une bonne idée. Donc après le thème innovation, abordons le thème transmission. Qu'avez-vous mis en place pour que l'épopée Armorlux perdure? Bah écoutez, on est en plein dedans, hein, puisque Michel et moi avons déjà un âge, allez, on va employer un terme gentil, un âge légèrement avancé. On a le même âge. Il dit souvent que Michel, c'est mon associé, il dit souvent qu'il est plus jeune que moi. Il a raison, mais on parle de 6 mois, donc vous voyez, c'est un peu une guerre d'ego. Voilà, donc on a commencé à y travailler il y a 1 an, et notre ambition est de transmettre cette entreprise à certains de nos enfants. Et c'est en cours. On a réunion tout à l'heure, d'ailleurs, dès votre départ, qui sera un regret, mais néanmoins le travail continue. Et c'est eux qui vont reprendre la maison sous un délai de 2 ans. Et notre intention, parallèlement, est d'intéresser aussi l'encadrement supérieur au capital, de façon à former un ensemble plus homogène possible, qui est maintenant bien soudé, qui se connaît bien, qui travaille bien ensemble. Et voilà, je crois qu'on a réuni tous les paramètres pour que la succession puisse se faire en interne, et que surtout le pouvoir de décision reste en Bretagne. Pour nous, c'est essentiel. Sachant que une de nos priorités, voire notre priorité ici, depuis toujours, depuis que l'entreprise est née, d'ailleurs depuis 1938, la priorité des anciens propriétaires comme la nôtre, celle de Michel et la mienne, a toujours été de mettre dans nos priorités un paramètre de gestion fondamental qui est l'emploi. Vous inquiétez pas, il y a eu une grosse explosion. On est en train de construire des entrepôts là à côté pour agrandir notre capacité logistique. Et le terrain ici, comme vous le savez, c'est du granit. Et il faut mettre des coups de mine de temps en temps. Ce matin, pas de bol, on a été un petit peu ébranlé par un gros coup de mine. Justement, la répartition entre vous et Michel aujourd'hui, comment ça s'est passé Bah, écoutez, on est des vieux amis, hein. On s'est rencontrés en 71 en maths sup à Châteaubriand. Depuis, on s'est jamais quittés. Et voilà, quand on a décidé de racheter cette maison, on l'a rachetée ensemble. On est tous les deux dans le capital. À nous deux, on contrôle plus la majorité, bien sûr, de cette maison. Donc là, on va voir avec les enfants comment on répartit le capital entre eux. Voilà, mais ça va rester familial. Et nos enfants ont eu la chance de se connaître depuis qu'ils sont bébés, puisque voilà, leurs parents étaient très, très amis, donc je pense que ça va bien se passer. Et les enfants, du coup, sont déjà opérationnels dans Ouais, il y a Yannick, mon fils, travaille avec moi depuis 15 ans, et Thomas travaille avec nous depuis 10 ans. Thomas, c'est le fils de Yannick, de Michel. Et voilà, ils travaillent très très bien ensemble. Tout se passe pour l'instant très très bien. Ils s'entendent très bien, comme Mich et moi. Ils sont pas simplement des collègues de boulot, hein, sont de vrais amis. Comme Mich et moi, on est de vrais grands amis depuis 1971. Voilà, donc c'est dans ces conditions qu'on peut espérer une suite agréable. Ok, très bien. Et quel regard portez-vous sur les entrepreneurs bretons actuels? Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux entrepreneurs bretons? Bah, les nouveaux entrepreneurs bretons, ils sont entrepreneurs, c'est déjà une qualité, donc je ne sais pas si j'ai un conseil à pouvoir leur donner. En tout cas, peut-être une chose, un seul conseil, c'est appuyez-vous sur la Bretagne. La Bretagne jouit maintenant d'une très très belle image,
Et tout ce qui est breton est synonyme de travail, de qualité, de bonheur. Ça rassure, ça fait du bien et ça porte loin. Et vous avez des entrepreneurs bretons en tête, vous voulez mettre la lumière un tout petit peu sur certains d'entre eux Non, je ne vais pas prendre d'exemple, ce Ouais. serait désobligeant pour les autres, mais en tout cas, je suis épaté par le nombre de nouveaux arrivants et c'est tant mieux. Et je suis épaté aussi par le nombre de startups qui fleurissent ici. Et j'espère que grâce à vous, d'ailleurs, on aura l'occasion de faire des choses ensemble. Avez-vous un peu de temps à accorder justement afin d'aider ces jeunes entrepreneurs bretons? Ouais, j'en vois beaucoup, hein. Il y en a Ouais. beaucoup qui m'appellent et je les reçois systématiquement, surtout avant qu'ils ne montent leur entreprise. Je leur donne les conseils que je peux leur donner. Il y a souvent des conseils de nature financière, bien sûr. Euh, Moi, je n'ai pas aujourd'hui l'esprit de ces jeunes guerriers qui n'ont absolument pas peur des dettes. Moi, j'ai toujours mené cette maison avec une gouvernance prudente sur le plan de l'endettement. Donc, j'ai pas la fougue de ces jeunes, mais j'ai comme tendance à leur expliquer que des dettes, c'est fait pour être remboursé un jour. Donc, faut quand même faire un petit peu attention. Et selon vous, quelles sont les plus belles épopées bretonnes qui seraient invitées dans ce podcast? Vous faites partie du Club des 30, mais est-ce que vous avez des... Ah, mais écoutez, moi, bien sûr que je citerai d'abord mon ancien patron, hein, si vous arrivez à l'approcher, Vincent Bolloré, qui est quand même un exemple assez incroyable de réussite. Il est parti de zéro en 1982. Il a racheté, je crois, pour 4 euros l'entreprise familiale qui n'était plus dans la famille. Et ce qu'il en a fait, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Donc il y a bien sûr Vincent que je mettrai à côté des deux autres, hein, que sont sans doute François Pinault. Puis il y a un autre garçon que j'aime beaucoup, qui a beaucoup entrepris, c'est René Ruello, qui est... Voilà, je sais que vous avez interviewé Monsieur Le Duf. Monsieur Ruello mérite aussi, René mérite aussi d'être interviewé parce qu'il a joué un rôle important dans la structuration agroalimentaire du pain et de la viennoiserie en Bretagne. Et parlons tout petit peu du Club des 30, les coulisses. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Comment ça se passe? Bah écoutez, pas trop, parce que pour tout vous dire, je ne le fréquente plus trop, faute de temps. On a eu beaucoup de choses à faire pendant toutes ces années. Voilà, donc en fait, j'y vais pas très souvent et bon, j'ai l'occasion d'avoir certains des membres au téléphone. On se rend des services, mais ça reste des services qu'on gère au téléphone et voilà, ça se passe très bien. À titre, alors je sais pas si René en fait partie, mais à titre d'exemple, quand on a été inondé ici en 2000, un jour on voit débarquer dans la cour de l'usine un semi entier de produits agroalimentaires. On se demandait ce que c'était. Donc on a demandé au chauffeur, il nous a montré un bordereau de livraison et il y avait à l'intérieur de ce camion 800 galettes des rois que René nous offrait pour rendre la vie un peu plus douce à tous ces salariés qui étaient en train de nettoyer une usine pleine de boue. Voilà, c'est ça aussi, je crois, la solidarité bretonne. Excellent. Et justement, dans tout ce parcours, on n'a qu'une demi-heure en échange, c'est le format de ce podcast, mais vous ne revenez pas sur la Légion d'honneur. Je pense que c'est quelque chose d'important pour Ouais, vous. ouais, bien sûr que c'est une reconnaissance, de l'État qui est importante et je pense que je l'ai reçue pour une raison très simple, c'est qu'on a nous mis en avant toujours la défense de l'emploi et voilà, c'est à ce titre-là que je l'ai reçue et j'en suis très fier. L'interview touche à sa fin. Quelles questions aimeriez-vous que l'on vous pose et que l'on ne vous pose jamais? On me pose rarement la question, êtes-vous heureux? Alors, êtes-vous heureux? Ben ouais, je suis super heureux parce que j'ai accompli ma vie comme je voulais l'accomplir. Je voulais être entrepreneur et entrepreneur en Bretagne. Ok. Et cet attachement breton, d'où ça vous vient Ça me vient du Cap-Sizun. Ma maman est originaire du Cap-Sizun et toujours de ce monde en pleine forme, malgré son âge avancé.
j'y ai vécu toute mon enfance là-bas, dans le Cap-Sizun Nord. J'ai affronté ce granit et ces hautes falaises et voilà, j'y retourne souvent, visiter, méditer, pêcher et voilà, ça a forgé mon caractère et ça m'a créé une sorte d'aimant dans le cerveau qui fait que je ne peux pas vivre en dehors d'un rayon de 100 km autour du Cap-Sizun. Ok, et vous parlez de pêche, j'ai vu aussi que vous étiez passionné de vélo. La place que ça occupe, j'imagine, il y a pas mal de mécénat, ça fait partie de votre équilibre de dirigeant. Est-ce que vous voulez revenir un tout petit peu Ouais, j'ai sponsorisé l'équipe de Bretagne, je sponsorise pas mal de petits clubs ici à Quimper, des clubs où il y a surtout beaucoup de jeunes. Ça fait partie du RSE, tout ça. Voilà, ça fait partie de l'ISO 26000, hein, donc l'entreprise aide beaucoup de petits clubs. Moi-même, j'ai fait du vélo de route pendant une douzaine d'années pour me vider la tête le week-end. J'adorais ça. Et puis, avec l'âge qu'avance, j'ai malheureusement arrêté, mais ça m'a vraiment beaucoup plu de rouler à 3 ou 4 avec des amis. C'était, je crois que c'était un sport très dur, mais c'est un sport là aussi de solidarité absolue. Dernière question, êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'entrepreneur d'épique ? Oh non, j'irai pas jusque-là. Non, restons humbles, elle est normale pour un entrepreneur breton qui est vraiment attaché à ses valeurs bretonnes. Merci Jean-Guy, c'était l'épopée de Jean-Guy Le Floch par Sébastien Le Corfec. Je suis le cofondateur de la West Valley et associé d'Épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la West Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci Jean-Guy. Merci à vous.